Bonjour à tous, ici Audix, votre youtubeur favori. On se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de TCQ VDS XWAG YABLA. TCQ VDS qui signifie tout ce que vous devez savoir. Excellent. Alors en fait, voilà, je lance mon émission d'essai moto. Qu'est-ce que vous dites de ça? Eh ouais. Donc aujourd'hui on fait un test très original puisque c'est ma moto en fait. C'est génial hein. Donc on enclenche la première. C'est la partie 1. Hop, jingle partie 1. Donc la moto que je vous présente aujourd'hui, vous la connaissez un peu. C'est une Honda CB500X 2019. Elle est équipée d'équipements SW Motec majoritairement, tels que les crash bars, le sabot, les protège-mains, la sacoche de réservoir, une selle personnalisée et les anti-brouillards. Tout ça, c'est SW Motec. Et les protections d'anti-brouillard. Attention. Sinon, dans les pièces origine Honda, j'ai les poignées chauffantes et la prise 12 volts. Et avec la prise 12 volts, j'ai une petite prise USB-C et USB qui permettent de recharger des trucs. Cette moto est aussi équipée de pneus Metzeler Roadtech 01. La montre d'origine étant des Dunlop Trailmax Mixtour, qui étaient des très bons pneus hein, pour la gueule qu'ils avaient, mais ce n'est pas suffisant pour poncer du cale-pied jusqu'à... le kilométrage actuel de la moto est de 15 292 km, soit 15 292 pour mes homologues français qui ne savent pas compter. Donc au niveau des statistiques, parce qu'on va commencer par le commencement, cette moto fait 47,5 chevaux, soit 35 kW, à un régime de 8600 tours minute, 43 Nm de couple, un régime de 6500 tours minute. C'est une boîte de vitesse 6 vitesses avec une démultiplication constituée d'un pignon de 15 et d'une couronne de 41. Et cette moto a un embrayage à glissement limité, ce qui fait que je peux tirer l'embrayage avec mon petit doigt. Et elle est équipée aussi d'un anti-dribble, voilà. Même si je vois pas trop quand il existe, hein, parce que quand j'arrive comme un pied et que je rétrograde de 3 vitesses, bah ça dribble pas grand chose. Au niveau du freinage, on est sur du Nissin, très classique. C'est un monodisque 2 pistons à l'avant avec un disque de 310 mm. À l'arrière, on a un monopiston avec un disque de 240 mm de diamètre. Au niveau des suspensions, on a un débattement de 150 mm à l'avant, 135 mm à l'arrière. La fourche fait un diamètre de 41 mm, ce qui est banal. Les roues font une dimension de 19 pouces par 2,5 pouces à l'avant, 17 pouces par 4,5 pouces à l'arrière, et les pneus sont des montres de 110 par 80 en 19 pouces à l'avant, 160 par 60 en 17 pouces à l'arrière. C'est excellent. Le poids de la moto est de 197 kg tout plein fait, et pour mes homologues français de 197 kg tout plein fait, sachant qu'avec tout le matériel que j'ai dessus, elle fait à peu près 205 kg en réalité. La hauteur de selle est de 830 mm, ce qui fait 83 cm, ce qui fait 8,3 décamètres, ce qui fait... Le réservoir a une contenance de 17,7 litres. La consommation est de... Je tourne autour de 3 litres 5, 4 litres. Si je fais que de l'autoroute, 4 litres 5 avec vraiment du vent de face. Mais très difficile de monter au-dessus. Ouais, faut vraiment être un bourrin de ouf. Et une autonomie de 350 à 600 km. Ça dépend. Il y a des jours avec, il y a des jours sans. C'est pas tous les jours pareil. Mais ouais, globalement, on peut compter 500 km à l'aise. La vitesse de pointe constructeur annoncée est de 160 km/h. Mais mon record, c'est 183. Alors, on va rapidement faire un petit tour de la... Toujours tourner le dos à la caméra. Hein. On va rapidement faire un petit tour de la moto afin de juger le design, voir un peu ce qu'il y a comme détail, etc. La lumière a baissé, j'espère que l'appareil photo a suivi, sinon il fait nuit en fait là. Hein. Voici la Maxi Brel. Waouh. Donc au niveau du design, on a un phare monobloc, très neutre, hein. Tout est très sobre sur cette moto globalement, surtout dans cette couleur noire. Donc elle est disponible en noir mat, en rouge bonbon comme ils l'appellent, et en blanc paralléloïde, je sais plus comment ils ont appelé ça. Elle est classe en noir en tout cas, en rouge elle est mignonne. Et en blanc, je sais pas, ça fait un peu cône de signalisation vu qu'il y a des trucs verts. Je filme un peu n'importe quoi là, je fais des gros plans. Cette moto est équipée d'un pot à Krapovic. C'est une blague, d'accord? C'est une blague. En fait, c'est moi qui ai mis un autocollant à Krapovic, mais ce n'est pas un Krapovic. Je suis très intelligent. Et très fier aussi. Au niveau du design, on a un design assez imposant quand même pour une moto de cette cylindrée. Elle est assez large comme on peut le voir ici. Voilà, c'est tenir un appareil photo droit, c'est pas dans mes qualités. On peut bénéficier d'un éclairage full LED, ce qui est très cool, ce qui rend très joli. Les petits gros clignotants, mais qui sont pas si gros au final, hein, voilà, ceci est mon index en comparaison.
ça va. On a ici des petites bandes couleur qui rappellent le Safari. Alors on a clairement un design, je sais pas trop, on dit qu'il est issu de l'Africa Twin, je suis pas complètement d'accord. Je sais pas trop de quoi il est issu en fait. Alors le phare à l'avant c'est clairement celui de la 500F, sans conteste. Mais je trouve qu'elle a un design assez unique en soi. Et ça rend bien bordel, très belle moto, c'est la mienne. Ouais, que dire, en fait c'est ma propre moto, j'ai du mal à juger. Mais il y a des petits détails que j'aime bien, comme par exemple ici, on peut voir la triangulation de la boucle arrière. Mais en plus sur la version 2021, elle est rouge cette triangulation. Ouais, ça fait vraiment un style baroudeur, surtout bon avec les accessoires que j'ai dessus évidemment. Mais ouais, globalement, très jolie machine. Voilà, c'était l'opinion la moins utile qui existe. C'est vraiment, cet avis ne sert à rien. On peut continuer. Au niveau de la qualité de fabrication, je dirais que tout est clean. Le compteur est méga clean. Toutes les soudures une à une sont giga méga clean. La charnière fonctionne très bien pour ce qui est du petit clapet de la clé du réservoir. C'est jouissif. J'adore. On a des très jolies têtes de fourche qui sont donc des réglages, très clairement. C'est très bien usiné. Tout est très propre en fait. Ce qui est moins propre, c'est peut-être la réparation de mon protège-main. Ça c'est vrai que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais chut. Bah, y a pas grand-chose à dire. C'est du Honda, c'est très propre, c'est très clean, c'est nickel. C'est ma moto, elle est belle. Vous allez faire quoi? Bon là on va se concentrer sur la partie un peu plus urbain du test. Alors en urbain c'est un très bon petit bijou. Je pense qu'elle excelle tout à fait. Elle a une très bonne accélération, 0 à 50, 0 à 60, c'est vraiment sans problème quoi. Tout très très efficace. Voilà, vous pouvez voir, on peut rouler économe tout en restant efficace. Ça, c'est très sympa. Là, je suis en 5e à 53, ouais, vitesse de ville, quoi. Alors en tout cas on peut mettre la mine à un Yamaha NMAX assez facilement. Donc voilà, j'ai pu faire une petite démonstration. Pour la circulation à basse vitesse c'est vraiment pas mauvais, il n'y a pas à dire. Elle a un super équilibre cette bécane pour le qu'est-ce que tu branles. Qui dit bonne manœuvre à basse vitesse dit bonne moto pour le plateau ou pour le permis, voilà. En interfile ça en fait un très joli bestiau. Par contre, étant donné qu'en plus j'ai les crash bars et les anti-brouillards, faut faire gaffe à sa largeur quand même. C'est assez large. Et le guidon est assez large, mais il passe par-dessus la grosse plupart des rétros. Sinon, pour ce qui est du freinage, on est sur quelque chose, c'est pas surpuissant, c'est suffisant, mais pour l'attaque, c'est un peu à la peine quand même. Après, en tout cas, avec les plaquettes d'origine, je les ai quand même fait durer 15 000 km, les miennes. Donc bon, tu privilégies la longévité ou la puissance, je pense. J'ai pas testé de mettre des plaquettes pas d'origine pour l'instant, j'ai remis des plaquettes d'origine. Mais ça fait le taf, ça fait le taf. Du coup, c'est un freinage moins puissant que ce qu'on a l'habitude de voir. Par contre, c'est très modulable, ça fait pas peur. Donc c'est vrai que pour les débutants, c'est nickel. Mais après, quand on appuie, ça mord un peu, faut pas croire. Machine à interfile, je vous dis. Au niveau de la poignée des gaz, bon, on a un petit jeu au début, mais bon, c'est un peu normal, c'est sur la plupart des motos, il y en a où il y en a moins. On n'est pas sur du ride-by-wire super technologique, mais ça fait le taf. Alors elle est très précise parce qu'il y a beaucoup de poignées, vraiment pour aller au bout c'est assez loin. Genre il faut carrément faire un demi-tour quoi. Au niveau des suspensions, elles ont des réglages. Déjà la fourche est réglable en précharge et l'amortisseur est réglable en précharge sur 5 positions. Ce qui fait qu'on peut un peu adapter à ce qu'on veut faire. Alors on peut durcir l'amortisseur si on fait souvent du duo. J'ai durci l'amortisseur parce que j'adore rentrer comme un gros sac en courbe avec des freinages un peu douteux et que ça avait tendance à sauter un peu avec le réglage d'origine. En tout cas pour la route elles sont très confort. C'est vrai qu'il n'y a pas un débattement de tout terrain non plus. Pour le tout terrain, si on tape dans des trucs un peu plus durs, on a tendance à vite arriver au bout
des suspensions. De toute façon, c'est pas vraiment une bécane prévue pour faire du gros tout-terrain, quoi. Sinon, au niveau des sensations, du plaisir, etc., je dirais que c'est une machine qui donne envie de rouler. Sinon, elle fait un sympathique petit bruit aussi. Pour un pot d'origine, c'est assez surprenant. Des fois, elle peut même donner des petits retours en prime. C'est pour ça que j'ai laissé le pot d'origine, d'ailleurs, c'est que je ressens pas la nécessité de le changer. J'aime pas les bécanes qui font trop de bruit. J'aime pas être confronté à la police H24 non plus, c'est pas mon plaisir principal dans la vie. Puis le moteur a un bon petit caractère, bien trempé, c'est assez plaisant. C'est-à-dire qu'au début, bon, il y a un peu de coupe, tout ça, ça reprend, c'est cool. Et si on monte dans les tours, bah en fait c'est assez plaisant parce que plus on va haut dans les tours, plus ça avance. C'est fou, hein, ça paraît incroyable dit comme ça, mais... Grand fou. On va se tester à une place de parking. Mais ouais, je peux conseiller cette moto à tous les banquiers qui pensent qu'acheter une BMW GS c'est la solution, alors que c'est beaucoup trop lourd et pas maniable pour eux. En réalité, cette moto fait très bien le taf. En tout cas, si vous êtes un commuter, très bon outil de travail, très bon outil pour se déplacer, travail, maison, maison, travail, pute, drogue, tout ça. Alors, la selle, bon la selle j'en ai déjà parlé, très confortable. Au niveau de la position, les cale-pieds, on est sur une position SM la plupart du temps, on est assez droit, mais pas avec les jambes en avant. Si on va prendre par exemple un schéma de ma cuisse, lorsque je suis assis sur la moto, voilà, on est sur un angle de... je sais pas comment mesurer ça. Si 90 degrés c'est ici, on doit être à 70 degrés, 80 degrés. Avec le pied qui touche le pot par moment. Ça c'est un peu chiant, mais on s'y habitue. Au niveau des commandes, on a un levier d'embrayage qui n'est pas réglable. On a un levier de frein qui est réglable sur 5 positions. Le guidon fait une bonne largeur. Moi, pour moi, c'est la bonne taille. J'aime bien les guidons un peu larges. Je déteste le guidon de l'ancienne MT-07 par exemple. Au niveau de la boîte de vitesse, on est sur du velours. Du putain de velours, ça passe crème. En duo, le duo est possible avec cette moto. J'ai un pote qui a quasiment la même, mais de 2018. J'ai fait plus de 4000 km l'été dernier en duo. Aucun problème, ça passe crème. Faut juste s'adapter un petit peu, je pense. Alors, surchauffe, c'est inexistant sur cette moto. Et les vibrations, à partir de 6000 tours, on en ressent un petit peu dans les poignets et les cale-pieds. Cette moto est assez simpliste niveau technologie, puisque en fait, la seule vraie électronique à part l'injection, c'est l'ABS. On n'a pas de traction control, pas de tout ça. On a un ABS de voie non déconnectable, à part si, et je vais vous montrer le guide tout de suite. Donc pour désactiver un ABS de Honda CB500X, c'est très simple. Vous ouvrez la selle, hop, vous l'enlevez. Vous avez ici accès au fusible. Vous ouvrez la petite boîte avec je sais plus quel clips. Oh là là, putain, je galère. Hein. En tout cas, elle s'ouvre, hein, mais je suis juste con, hein, mais elle s'ouvre. Ah, c'est peut-être là. Ah oui, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai arrêté de débile, voilà. Petit fusible ABS, vous l'enlevez comme ceci. Je crois que c'est lui, hein. Ah bah non, mais l'ABS main, c'est l'autre, je suis con, c'est le brun. Voilà, c'est celui-là, 7,5 ampères. Hop là. Et j'ai perdu mon fusible. Je suis un génie. Allez, on passe à la suite. Ça m'a saoulé. Et là, voilà, on utilise les membres primaires du singe. Voilà, vous avez récupéré votre fusible. Vous voyez, c'est très simple de désactiver un ABS de Honda. N'hésitez pas à suivre tous mes tutos, très fiables, tous. Moralité, Honda, vous n'hésiterez pas à faire un putain d'interrupteur pour cet ABS de merde. Hein. Pas possible ça. Qu'est-ce que ça vous coûtait? Sincèrement. Ouais, tout est clipsé, tout est rentré dans l'ordre. C'est excellent. Fini le traumatisme. Ça, c'était le mouvement de trop. En voulant m'assurer que le câble était bien branché, je l'ai poussé vers le haut, ce qui a créé un faux contact. Donc, cette partie de l'essai se fera en voix off avec ma délicieuse voix cristalline de ténor italien. Pour parler de la partie route, cette moto est une très bonne routière. On est à 80 autour des 4000 tours et on peut cruiser comme ça sans problème et pendant très longtemps grâce au confort général. La maniabilité est très correcte pour le poids, même si celui-ci se ressent sur les changements de cap et dans des séries de virages. Sinon on se sent en confiance, la moto tient bien et pardonne pas mal les erreurs. Pour ce qui est de l'autoroute, j'en ai bouffé en milliers de kilomètres avec cette moto. C'est pas d'un confort princier, mais c'est suffisant. On est à 120 km/h à 6750 tours minute et on attend patiemment notre sortie. Au-dessus de ce régime, les vibrations deviennent un peu désagréables, mais ça ira si vous êtes pressé. Par ailleurs, vers les 5000 tours, le cadre entre en résonance et crée des bruits un peu étranges par moment. La prise au vent est très réduite au niveau des jambes, mais un peu moins sur les bras, les épaules et le sommet du crâne pour les énergumènes de plus d'1,75 m. Heureusement, la bulle est réhaussable avec une clé Allen, à l'arrêt. Maintenant, on passe au test de performance. Waouh! C'est parti. 3, 2, 1.
Oh, on en a fini pour le roulant. On va rapidement faire un petit tour de tous les menus un peu que nous propose cette excellente CB500X. Donc tout ce qui est compteur, tout ce qui est alchimie musicale. Donc voilà, le compteur LCD. Alors on va faire le tour très rapide. Ici on a un compte-tour, un indicateur de rapport engagé, une jauge d'essence, l'heure, un compteur de vitesse, la température. Et là on a deux choses qui peuvent se changer. Là en l'occurrence j'ai mis la consommation d'un côté en moyenne et le kilométrage total de la moto. Mais grâce aux deux petits boutons qui se situent ici, on peut changer. Là on peut voir le nombre de litres que j'ai consommé depuis mon dernier plein et ça se remet automatiquement à jour à chaque nouveau plein. On a le temps que j'ai roulé depuis le dernier plein, 2h41, la consommation en direct et la consommation moyenne, on y revient. Là on a un trip A qui est en fait la durée du plein et qui se réinitialise à chaque fois, un trip B qu'on peut réinitialiser soi-même, on a le compte-tour numérique, digital plutôt, et voilà de nouveau le compteur kilométrique, c'est tout, ça se fait très simplement en fait. Donc je vais rapidement parler de l'évolution de cette moto. Quels sont les avantages de cette génération par rapport aux anciennes? Qu'est-ce qui a changé? Donc déjà on a un nouveau design par rapport à la version 2018 qui est la même que la 2017, qui est la même, je sais plus quand ça a changé, 2016. Faudrait peut-être m'informer des fois, mais probablement en 2016, disons ça. Avant on avait un bec de canard à l'avant, ici profilé dans cette direction qui n'est plus là. On a les stickers camouflage magnifiques qui changent de l'ancienne trace de pneus qu'on avait contre le réservoir. On a une meilleure protection du vent, ils ont retravaillé les écopes, tout ça pour que les jambes en l'occurrence aient une meilleure protection au vent, ainsi qu'une bulle légèrement modifiée, je saurais pas vous dire exactement comment, mais elle est plus haute, je sais plus de combien mais elle est plus haute. Le mec très informé. On a des poignées passagers plus imposantes, j'ai remarqué ça, il y a vachement plus à tenir quoi. Sur les anciennes elles sont plus petites, c'est moins... voilà, bref. On a la roue avant de 19, puisqu'avant c'était une roue avant de 17 en standard 120 par mes couilles, voilà. On a un disque de 310 à l'avant au lieu de 320 anciennement. On a les clignotants à LED et tout l'éclairage LED, puisqu'avant il n'y avait pas tout à LED, il n'y avait que le phare avant et le phare arrière. On passe d'un débattement de 140 à 150 mm à l'avant et on passe d'un débattement de 118 à l'arrière à 135 mm. On passe à un guidon plat, avant il y avait cette sorte de guidon en corne de vache, je sais pas comment dire ça, en corne de taureau, de bison, ce que vous voulez. La hauteur de selle passe de 81 à 83 cm. D'après Honda et d'après le communiqué de presse, on a 4% de puissance et de couple supplémentaire entre 3000 et 7000 tours. On a un nouveau calage de distribution, on a un pot avec deux flûtes au lieu d'une, l'embrayage à glissement limité aussi qui est nouveau sur cette génération, le compteur LCD avec le rapport engagé qui n'était pas là, et le shift light qu'on a pu voir quand j'ai fait le rupteur de 3 tout à l'heure. Le shift light est réglable par palier de 250 tours minute entre 5000 et 8750 tours minute. Ah oui, on a un angle de braquage. Putain, j'ai oublié de le faire. Un angle de braquage de 38 degrés. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est 3 de plus que l'ancienne génération. Ils ont rajouté une petite barre pour accrocher un GPS, si jamais vous avez un GPS. On a 1 cm de garde au sol en plus. On dirait pas comme ça, mais... On a un nouvel amortisseur à corps simple paroi, si ça parle à quelqu'un. Pour retracer un peu l'histoire des CB500, en 93, donc en 93, sort la CB500. Petit modèle fun et connu pour avoir la capacité de passer les 300 000 km. Ce sont des moteurs très robustes. C'était plutôt axé sur la simplicité et la fiabilité. À l'époque, on se faisait pas chier. On foutait un bloc, ça tournait jusqu'à l'infini. C'était bon. Ils en ont ressorti une en 2004, un CBF 500, qui a été un gros échec commercial et qui était beaucoup trop lourd. On peut mettre vite fait les stats. Il y avait quelques chevaux de plus, mais c'était lourd quand même pour un roadster, sachant que le dernier fait 192, soit 192 kg. Ils ont fait une refonte de toute la gamme 500 en 2013 pour faire une gamme parfaitement adaptée aux normes A2 et pour garder ce même esprit de fun raisonnable. Voilà, c'est moi qui ai écrit ça sur mon script, le fun raisonnable. C'est comme ça que je décrirais la gamme 500 chez Honda. Donc ça, c'est la version X qui est du coup inspirée à la base, en 2013, plutôt inspiré du 1200 Cross Tourer, qui était plutôt une rêve chez Honda à l'époque. Et c'est vraiment un trail pour la route, c'est beaucoup moins un trail comme la Ténéré, l'Africa Twin. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Mes couilles. On va vite fait passer à la partie 2. Jingle partie 2. Partie 2, 1, partie 2. Donc dans la partie 2, je vais parler de tout ce qui intéresse un peu moins, je vais essayer de le faire vite. Donc ce moteur comporte un alésage de 67 mm et une course de 66,8, ce qui en fait des cotes très carrées. C'est un moteur d'une cylindrée exacte de 471 ou 471 cm3 évidemment. On a un taux de compression de 10,7 pour 1. C'est une injection électronique PGM FI classique sur quasiment toutes les Honda. On a un bicylindre en ligne donc de 4 soupapes par cylindre, un refroidissement liquide, et l'antipollution sur cette version 2019 est de Euro 4.
4, mais la 2021 est passée en Euro 5. Le régime du Ruptor, on l'a testé tout à l'heure, est à peu près à 9100, 9200 tours. Le vilebrequin est calé à 180 degrés. Les suspensions sont réglables en précharge à l'avant et à l'arrière en précharge sur 5 positions, je l'ai déjà dit. La fourche est standard, non inversée et la marteau est hydraulique. Le cadre est un double berceau en acier type diamant, si ça parle à quelqu'un, et la transmission est par chaîne à joint torique. Ce qui fait que normalement, c'est une chaîne avec moins d'entretien qu'une chaîne standard, je dirais. Au niveau de la géométrie, on a un angle de chasse de 27 degrés et demi et un déport de 108 mm, si ça parle à quelqu'un. On a un empattement de 1,44 m et une garde au sol de 180 mm, ce qui fait 18 cm. Voilà, c'était tout pour la partie technique. On va passer à la partie 3. Partie 3. On va parler des tarifs. En Suisse, cette moto coûtait du moins, 7680 francs suisses. En France, elle coûtait neuve, 6699 €. Donc le rapport à la concurrence est que, imaginons par exemple, le Versys 650 coûtait 1500 € de plus, avait 19 chevaux de plus, 19 Nm de plus et 20 kg de plus. Donc on part sur quelque chose de plus puissant, mais plus lourd et plus cher. Et il est vraiment plus adapté pour la route en tout cas. On a le 390 Adventure, 390 Adventure certes, qui coûte seulement 300 € de plus, qui fait 5 chevaux de moins, 4 Nm de couple de moins et 25 kg de moins, ça c'est conséquent. Le 390 Adventure qui est beaucoup plus adapté au trail et à la campagne je pense, beaucoup moins à l'autoroute. On a le TRK 502 qui coûte 100 € de moins, qui pèse un âne mort, qui fait 16 kg de plus et qui a seulement 2 Nm de couple en plus. Il est vraiment massif, c'est vraiment beaucoup plus volumineux comme machine et plus lourd. On a la Tracer 700 avec un gentil 2100 € de plus, mais 26 chevaux de plus en full. Ah oui, je parlais en full, les puissances, c'est vrai qu'on parle en A2, mais forcément en A2 c'est tout la même puissance, c'est logique. Mais en full, elle fait 26 chevaux de plus, 26 Nm de plus et 1 kg de moins. Donc on est sur un truc beaucoup plus sportif, beaucoup plus énervé, mais plus cher, de 2100 € quand même. On a sinon comme option le G310 GS, qui est un monocylindre comme le 390, qui coûte 530 € de moins, mais qui fait 14 chevaux de moins, 13 Nm de couple de moins et 28 kg de moins. À voir encore une fois ce que vous préférez. C'est beaucoup plus léger, je pense beaucoup plus facile, mais beaucoup moins rigoureux. On a le Versys X300 dont on n'entend jamais parler, je crois que personne l'achète ce truc, qui coûte 900 € de moins, qui fait 8 chevaux de moins et 17 Nm de couple de moins, ça c'est énervé, mais 22 kg de moins. Donc c'est encore une fois un concurrent de la G310, mais on a un bénéfice sur le prix, 900 € de moins, c'est conséquent. On a la Ténéré 700, c'est un peu l'option vachement plus chère quand même, qui coûte 3300 € de plus, qui fait 26 chevaux de plus, 27 Nm de couple de plus et 7 kg de plus. Mais par contre c'est une machine de tout terrain, évidemment optimale si c'est ça que vous recherchez. Et au final l'option luxe c'est le 790 Adventure qui coûte 6200 € de plus. On peut presque en acheter une deuxième qui fait 47 chevaux de plus en full forcément, donc le double, 47 Nm de couple en plus et 8 kg de moins. Donc on est vraiment sur un truc beaucoup plus travaillé mais beaucoup plus cher. Et je le mets dans la liste parce qu'il y en a beaucoup qui s'amusent à le comparer, mais c'est parfaitement incomparable, c'est deux univers complètement différents, beaucoup plus cher à produire, beaucoup plus cher à acheter. Si vous avez les moyens, foncez, c'est une très bonne moto. Sinon au niveau de la campagne publicitaire de cette moto, elle était plutôt basée sur son habilité à aller dans les petits chemins, et ça cible vraiment les motards du dimanche, les commuters comme j'ai dit tout à l'heure, les A2 et les débutants. Pour avoir un ordre d'idée, il y a eu 1047 ventes en France en 2020. Comme point de référence, la MT-07 en a fait 5347. Ouais. Au niveau de l'utilisation, du bilan de la consommation, on est autour de 3,5 litres, 3,7 litres. Moi je suis à 3,9 litres en Arsouille d'habitude. Et on monte au-dessus de 4 litres sur autoroute. Et les intervalles de service sont à 12 000 km en France. Et en Suisse, par endroit, elles sont à 6 000, parce qu'ils aiment bien douiller. Donc oui, ma conclusion, au niveau des plus, je pense que c'est un utilitaire absolu et c'est un daily parfait, clairement. Vous pouvez avoir ça et une moto fun à côté, je pense que ça fait totalement l'affaire. Ça a une consommation, putain d'avion de merde. La consommation est vraiment dérisoire et si vraiment on est volontaire, on peut descendre en dessous des 3 litres au 100. J'ai déjà testé. J'arrive à tenir à 2,8 litres si vraiment j'y vais mollo. Sinon le châssis est très sain et très stable. Franchement c'est un châssis de super qualité, c'est du Honda, c'est travaillé à mort, c'est super bien étudié. Il n'y a pas un défaut, il n'y aura pas de guidonnage comme une MT-07 ou quoi que ce soit. Le design est très sobre, elle fait tout bien mais pas parfaitement. C'est du Honda donc la fiabilité... Et la tenue de route, je pense, pour le coup, est assez surprenante. On peut poser du cale-pied assez sévèrement, personnellement je le fais, ça marche. Je me suis craché en novembre pour cette raison, ne reproduisez pas ça chez vous. Sinon, dans les moins que je peux lui donner, même si on a très peu, on peut noter le poids qui aurait franchement pu être évité. Je pense que le poids est gigantesque pour la cylindrée et pour les prestations du bijou. Je pense que voilà, ils auraient pu gagner un peu de poids en utilisant des matériaux différents, peut-être pour la boucle arrière, pour le pot d'échappement, je sais pas, peut-être le moteur est lourd, je ne sais pas. Sinon, ouais, le freinage légèrement insuffisant en arsouille, mais bon. Et un petit manque de couple. J'aurais voulu un poil plus de peps à mi-régime.
Mais bon, on peut pas tout faire, hein. On peut pas être fiable, solide et plaire à tout le monde. Mon avis personnel, c'est que c'est amplement suffisant pour énormément de personnes. C'est la machine ultime du routard raisonnable. Et si c'est pas raisonnable, ça marche quand même. Elle ne vous lâchera jamais. Voilà, c'est la fin de ce test. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous avez apprécié et que vous voulez la montrer à quelqu'un, n'hésitez pas, partagez-la, il n'y a pas de souci. C'est complètement gratuit et ça me fait plaisir. N'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce test, si vous avez pensé qu'il est complet, qu'il n'est pas complet, qu'il est dégueulasse, qu'il est nul à chier. C'est le premier épisode, on se retrouve bientôt pour un deuxième avec une autre moto, hein, pas la mienne. Et j'ai pas 12 motos, du coup je vais emprunter des motos je pense. Ou les voler dans la rue, je sais pas, on verra bien.